Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui et Adventures in Middle-earth plus précisément. Je vais vous parler de Eves of Mirkwood and Lore Master Screen, supplément publié par Sophisticated Games et Cubicle 7 en 2017. C'est un écran 4 volets avec un livret d'une trentaine de pages contenant essentiellement un scénario. Je poursuis donc l'exploration de la gamme d'Adventures in Middle-earth avec un autre petit supplément plus matos bonus, après The Road Goes Ever On et ses cartes. Cette fois, c'est du traditionnel écran du MJ qu'il s'agit, qui est accompagné d'un livret d'une trentaine de pages consistant essentiellement en un scénario d'introduction, sauf erreur totalement inédit, au sens où il ne s'agit pas de transposer quelque chose qui existait dans la gamme de l'anneau unique. Comme parler du scénario impliquera de balancer quelques spoilers, autant commencer par le reste, et d'abord cet écran, en précisant, comme pour The Road Goes Ever On, qu'ayant lu ce supplément en PDF, je ne peux pas juger de la qualité matérielle de cet écran. Il est un peu problématique à plus d'un titre. Déjà, il reprend côté joueur l'illustration de l'écran de l'anneau unique dans Écran du gardien des légendes et Guide de la ville du lac, le dit guide au passage ayant été intégré pour Adventures in Middle-earth dans le Lore Master's Guide, avec le même inconvénient. Cette vue de la ville du lac est très jolie, mais elle n'est vraiment pas, absolument pas représentative de l'atmosphère normale du jeu, focalisée sur les voyages dans les terres sauvages, autant dire des zones où la densité de population est par essence extrêmement faible. Esgaroth est une exception dans cet univers. Cette remarque de bon sens était très répandue du temps du supplément de l'anneau unique, mais Cubicle 7 n'en a pas moins simplement repris cette illustration. Dommage. Et côté MJ, dans l'ordre, le premier panneau est principalement occupé par la table des attitudes de départ des diverses cultures, probablement très utile, avec en complément la table de la progression de l'ombre chez les personnages, très certainement inutile sur un écran. Le panneau 2 est presque intégralement consacré aux sources de corruption, ok, avec aussi un index des règles de référence, admettons. Le panneau 3 est consacré à un récapitulatif des règles spéciales portant sur les voyages, les audiences et la corruption, décidément, avec aussi un bref listage, pour le coup totalement inutile. C'est un mini-index qui porte sur 3 pages seulement du Player's Guide. Un bref listage donc des entreprises de communauté génériques. Enfin, le dernier panneau comprend les tables brutes pour les jets d'embarquement et d'arrivée lors des voyages, ce qui peut le faire. Et donc oui, cet écran ne comprend que des éléments propres à la gamme d'Adventures in Middle-earth. Rien ne renvoie à des D5, là où certaines données du corpus de règles auraient été fort utiles, les états et conditions notamment. Il semblerait que se posait un problème de licence, impliquant de reproduire toute la licence OGL dans l'écran, un truc comme ça. Mais du coup, cet écran n'est pas forcément des plus pratiques en jeu. D'aucuns le doubleront en fait avec l'écran de D5, je suppose. Une solution pas forcément très ergonomique ni élégante, enfin, si l'on a besoin d'un écran en même temps. Rapidement, mais cela peut avoir son importance, ce supplément contient un élément complémentaire qualifié de règles optionnelles pour les classes d'érudits et de gardiens. En fait, de règles optionnelles, certains parlent plus ouvertement d'errata. Il s'agirait d'équilibrer un peu plus ces deux classes, ce qui globalement revient en fait à les rendre plus puissantes. Je suppose que cette évolution a été suggérée par des retours d'expérience quant à ce déséquilibre des classes, mais en même temps ça me gêne un chouïa. J'étais déjà pas fan de la guérison plus ou moins magique dans le Player's Guide, là l'orientation devient décidément très guérisseur de donge ou de meuporg. Bon, si c'est utile en pratique, ok, mais... Et donc maintenant, le scénario. Eves of Mirkwood. Les spoilers n'interviendront qu'un peu plus tard, vous pouvez donc continuer à écouter cette vidéo pour quelques secondes voire minutes, sans vous gâcher quoi que ce soit. Il s'agit d'un scénario d'introduction conçu comme tel. Il ne faut donc pas en attendre des miracles de narration, encore qu'il y a quelques bonnes surprises à cet égard. Mais l'objet principal de ce scénario, outre donner un premier aperçu de l'ambiance de la gamme, est de présenter en douceur les particularités techniques du jeu, au regard notamment de deux ensembles de règles spécifiques portant d'une part sur les voyages et d'autre part sur les audiences. Pour ce qui est des autres systèmes spécifiques, la corruption peut certes commencer d'ores et déjà à ronger les personnages, mais sans que cela nécessite de faire appel à des considérations très techniques. Et la phase de communauté peut être envisagée un peu de la même manière, avec une suggestion de garant ou de pré-garant quand même bien excessive. Cependant, même pour ce qui est des voyages et des audiences, les systèmes utilisés ici sont simplifiés. Il s'agit d'une première approche. Conséquence notable, puisque des personnages pré-tirés sont fournis, en fait ceux que l'on retrouve tout au long de la gamme des terres sauvages d'Adventures in Middle-earth comme de l'anneau unique en son temps, vous avez dans ce petit livret de quoi faire jouer ce scénario sans vous référer au Player's Guide, sans même parler des autres suppléments, dès l'instant que vous avez accès au SRD, que vous trouverez par exemple en français sur le site AidDD, je donne le lien dans l'article. Introduction, qu'on vous dit. Ok, maintenant, envisageons plus concrètement ce scénario avec des spoilers donc.
Une première idée est à noter d'emblée, ce scénario se situe à l'ouest de la Forêt Noire, alors que les PJ souhaitent se rendre à Dal, ou d'abord à Esgaroth plus probablement, attirés qu'ils sont par les opportunités offertes par le décret du roi Bard. Le scénario repose donc sur l'idée que les personnages vont traverser la Forêt Noire, d'une manière ou d'une autre, si on en reste ici pour l'essentiel à la lisière. C'est à prendre en compte si vous souhaitez en faire le point de départ d'une campagne qui se prolongerait par exemple avec les scénarios de Wilderland Adventures, je vous en parlerai très prochainement, dont le premier scénario suppose que les PJ se trouvent à l'est de la Forêt Noire, à proximité du long lac. Or, ce scénario est à son tour conçu comme une introduction, surtout à l'ambiance très particulière de cette forêt hors norme. Il s'agit donc de traverser d'est en ouest. On peut supposer, même en partant seulement de ce dernier scénario, que les personnages à un moment ou à un autre ont déjà traversé l'ex vers Bois-le-Grand, et Eves of Mirkwood peut donc se montrer utile à cet égard. Cependant, si vous comptez l'employer dans cette optique, qui fait très certainement sens, je vous conseillerais à vue de nez de vous référer également à Don't Leave the Past, du coup, un scénario certainement pas parfait, et même un peu problématique, mais qui comprend des éléments d'ambiance très intéressants à mettre en scène. De quoi gonfler un peu Eves of Mirkwood, car les PJ doivent vraiment se rendre compte que cette forêt n'est absolument pas comme les autres. Or, Eves of Mirkwood en tant que scénario d'introduction se montre assez peu disert à cet égard, et il serait dommage, si vous comptez aller au-delà, que la forêt noire manque autant de caractère, tout particulièrement pour une première exploration. Bon, je suppose que ça se discute, mais perso, je vois les choses comme ça et songe en fait à combiner les deux aventures pour en tirer une introduction un peu plus costaude, ce qui en changera très probablement la durée. Eves of Mirkwood en tant que scénario d'introduction est vraiment conçu comme un one-shot jouable en 3 ou 4 heures, c'est la théorie, mais j'y arrive jamais. Associé à Don't Leave the Past, c'est forcément plus long. Quoi qu'il en soit, dans Eves of Mirkwood, les PJ entament donc la traversée de la forêt par l'ouest, en partant des contrées des Hommes des Bois. Après un peu de préparation, c'est ici que le scénario offre une version simplifiée, considérablement, du système de voyage. Du coup, il n'y a rien ici d'intimidant, là où la mécanique complète peut facilement tourner au gros machin lourdingue si on n'y prend pas garde. Simplifié et pertinent pour ne pas effrayer, mais oui, c'est vraiment une première approche, une mise en bouche, disons. Dans tous les cas, les personnages sont amenés à croiser la route d'une bande de voyageurs nains aux prises avec des orques, c'est donc une occasion de tester le système de combat de manière relativement inoffensive, c'est fait pour. Après quoi, les PJ sont amenés à sympathiser avec ces nains. Et c'est probablement le moment le plus intéressant du scénario, propice à de sympathiques opportunités de roleplay bien dans l'esprit du Hobbit, bien plus que du Seigneur des Anneaux, c'est approprié pour un début. Les personnages festoient, ils s'en mordront bientôt les doigts, échangent des nouvelles, chantent, on est chez Tolkien, se livrent à des concours d'énigmes, une aide de jeu en donne 12 exemples généralement assez aisés à transposer en français, j'ai l'impression, mais pensez-y à l'avance. Et le clou de la soirée est probablement le concours de ronde fumée avec table et règles rigolotes à la clé. Tout ça, pour le coup, ne coulait pas forcément de source dans un scénario d'introduction, a fortiori si l'on est porté à le réduire à sa dimension mécanique, mais il y a de quoi faire, c'est bien pensé et enthousiasmant. Seulement voilà, cet excellent cochon dont les convives se réjouissent, il a été emprunté par un des nains un peu indélicat pour le coup. C'était une offrande en sacrifice par des hommes des bois du coin. Rappel, même avec un peu de voyage, nous en sommes encore pour l'essentiel à la lisière de la forêt de Grandpeur. Une offrande conventionnelle donc au gros warg du coin, un tyranno qui les persécute depuis bien trop longtemps. Les hommes des bois ont découvert que les nains et ou les PJ ont volé leurs cochons, parlez-moi d'enjeux dramatiques, et pourtant ça colle parfaitement, et capturent les voleurs en groupe. Pas de vraie scène de combat ici, on fait dans le narratif. Les joueurs ne peuvent de toute façon pas y échapper, et peut-être surtout, il ne faut vraiment pas leur donner la moindre occasion de tuer un des hommes des bois. En fait, même narratif, ce faux combat à mon sens doit être envisagé comme une leçon. Vous êtes dans la terre du milieu, pas dans un donjon aléatoire. Ne faites rien que vous pourriez regretter. Vos gestes ont des conséquences et vous êtes censés, à la base au moins, être des personnages moraux. En fait, il faut vraiment dans l'idéal que les personnages ressentent une certaine culpabilité pour le vol du cochon, même s'ils n'en sont pas directement responsables. Les PJ et les nains sont ainsi ramenés au village des Hommes des Bois, où la patronne, Gailavira, va les interroger. Et c'est donc l'occasion d'introduire les joueurs au système des audiences. On peut simplifier, faut voir. En fait, de simplification, il est très tentant d'envisager cette scène au prisme des suggestions en la matière du Lore Master's Guide. D'ailleurs, le scénario propose une table très riche renvoyant aux motivations et attentes de Gailavira. Du coup, là encore, il ne s'agit pas seulement d'aborder un élément purement technique. Clairement, il s'agit aussi d'introduire les PJ aux manières et aux modes de pensée des gens qu'ils seront amenés à rencontrer. Et à peser là encore combien dans cette optique des comportements un peu trop je m'en foutistes leur nuiront immédiatement et irrémédiablement. C'est bien vu. Maintenant, le scénario d'introduction impliquait sans doute un dernier combat, plus velu si j'ose dire, que celui contre les orques.
Vous vous en doutez, le warg déboule au pire moment. Et les PJ ont ainsi l'occasion éventuellement de se racheter, si nécessaire, aux yeux de Gailavira et des siens. Le warg est un antagoniste autrement conséquent que les orques de passage un peu plus haut, et c'est très bien ainsi. Cela incite d'autant plus les PJ à tirer parti des options du terrain, ce genre de choses. Un combat de cet ordre ne saurait être réduit à « je te tape, il me tape ». Maintenant, si je suis incapable d'en juger moi-même, j'ai lu ça et là des retours d'expérience sur lesquels le warg peut se montrer vraiment dangereux pour des personnages de niveau 1, qui n'ont tout de même pas des masses de PV, et pourraient aisément se faire éliminer en un tour chacun. C'est à prendre en compte, et il faut notamment avoir cet élément en tête quand on envisage ou pas d'associer au warg quelques orques ou trucs, d'autant que le gros loup s'y connaît en tactique de meute. Un PNJ dévoré pour l'exemple éventuellement peut constituer un avertissement, pas très subtil certes. Mais on va partir du principe que tout est bien qui finit bien. Le warg est éliminé, Gailavira pardonne à ses invités et enture vers de nouvelles avant-routes. C'est le bon moment si jamais pour placer une phase de communauté. En fait, il est suggéré de permettre au PJ d'envisager ce village comme un sanctuaire, ou en tout cas Gailavira comme un garant. Il n'est jamais trop tôt pour souligner aux joueurs que les sanctuaires et les garants, dans une moindre mesure, sont cruciaux dans une campagne. Cependant, pour ma part, je me passerai certainement de l'ultime suggestion en la matière, faire que les persos, hop, comme ça, tombent direct sur Gandalf à la fin de ce scénario. Je trouve ça grotesque en fait. En clin d'œil à la fin d'une partie isolée sans conséquence, admettons. Mais si vous voulez poursuivre vos aventures au-delà, non, franchement non. Même si cela pourrait expliquer une traversée sans plus encombre de la forêt noire pour gagner Esgaroth puis Dal. Quelle coïncidence, c'est justement où se rend Mithrandir. Ce tout petit bémol mis à part, et il est vraiment sans importance, Eves of Makod me paraît faire le job et plutôt bien. Toutefois, en guise d'introduction à une campagne, je tends donc à croire que ce scénario gagnerait à être un peu plus développé en matière d'ambiance, ce pourquoi Don't Leave the Past pourrait être utile. L'écran par contre n'a franchement rien d'indispensable, à vous de voir donc. Quant à moi, la prochaine étape sera le Rovanian Regent Guide. Oui, même si Wilderland Adventures est antérieur dans la gamme, je suis têtu, j'aime avoir mon gros contexte avant de zoomer sur les aventures.